On va pouvoir donc, je vais pouvoir démarrer ce webinaire. Alors je le redis, mais je pense que c'est déjà fait. Pour ceux qui n'ont pas encore coupé le micro, même si je pense que c'est fait pour tout le monde, n'hésitez pas à le faire afin qu'il n'y ait pas de bruit de parasite. Eh bien, merci à tous d'être présents pour ce webinaire qui va traiter d'un sujet qui est inédit, mais surtout qui est très innovant. Le sujet, c'est le suivant. Donc, comment les journées de dépistage par télémédecine. Alors, Sophie, je vais te demander de remettre le slide précédent, s'il te plaît. Parfait. Donc voilà, on va parler des journées de dépistage par télémédecine et comment finalement elles agissent sur le maintien de l'autonomie des résidents d'EHPAD. Alors, on va bien sûr présenter ces fameuses journées de dépistage par télémédecine, comment elles s'articulent, en quoi elles sont innovantes, en quoi elles sont impactantes. Donc, on va vous donner le contexte et tous les éléments et faire intervenir donc des personnes qui ont pu voir cette action de près. Et on va donner donc l'exemple d'une action qui a été réalisée dans le département de l'Eure et montrer donc son impact. Alors, on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, on a la chance d'avoir certains interlocuteurs qui sont présents et qui vont pouvoir donc parler et témoigner sur cette action et sur leur impact sur le maintien de l'autonomie des résidents. Donc, je tiens particulièrement à remercier Madame Solène Dubois, qui est chargée de mission de la conférence des financeurs du département de l'Eure. Donc, bonjour et bienvenue Solène. Nous avons Monsieur Clément Montéjot qui va essayer de se rendre disponible, qui est donc cadre de santé dans un EHPAD Pont de l'Arche, qui est situé dans l'Eure. Donc finalement, Monsieur Montéjot a pu accueillir cette action dans son EHPAD. Il va essayer de se rendre disponible, ce qui n'est pas sûr, donc on pourra voir par la suite. Madame Aurélie Spada, qui est infirmière mobile de télémédecine chez TocTocDoc et plus précisément la Polyclinique mobile de télémédecine, qu'on vous présentera par la suite. Et Aurélie donc, a pu réaliser des journées de soins par télémédecine et donc pourra témoigner justement de comment ça s'organise, comment ça se réalise et évoquer un petit peu son expérience en tant qu'infirmière mobile de télémédecine, qui est finalement un nouveau métier qui a été créé par TocTocDoc et la Polyclinique mobile. Nous aurons aussi la chance d'avoir le docteur Laurent Schmoll, qui est donc chirurgien ORL et directeur médical cofondateur chez TocTocDoc, et qui a pu lui aussi réaliser et participer en tout cas à ces actions de dépistage par télémédecine et qui nous montrera, lui, l'envers du décor côté médecin, notamment côté médecin ORL. Donc, ça sera un témoignage qui sera aussi très enrichissant. Donc, bonjour et bienvenue, Laurent Schmoll. Et Dan Grunstein Merci. interviendra, qui est donc le CEO et le cofondateur de TocTocDoc, pour nous parler justement un petit peu de la genèse de cette action. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce métier, pourquoi on a créé ces actions et dans quel sens finalement tout cela va. Et je me présente, donc je suis Nicolas Lefoll, et je suis responsable de projet santé et autonomie chez TocTocDoc. Et je vais pouvoir donc faire intervenir différentes personnes et on va avancer ensemble dans ce webinaire qui, pour votre information, c'est un webinaire qui sera enregistré et on pourra bien évidemment vous envoyer le lien pour rediffusion sur ce webinaire. Alors, on va maintenant évoquer le déroulé de ce temps d'échange qui durera entre 1 heure et 1 heure 30. On va commencer bien sûr par introduire ce sujet, introduire donc cette action et présenter un petit peu de tous ces éléments-là. Ensuite, nous parlerons plus précisément et plus concrètement du retour d'expérience des parties prenantes, notamment sur l'action qui a été menée dans le département de l'Eure. Et ensuite, on laissera libre place aux questions-réponses. Ouais, je vais maintenant laisser la main à Dan Grunstein qui va nous parler donc de la jeunesse du projet. À toi de jouer, Dan. Merci Nicolas et bonjour à tous. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dan Grunstein, le directeur et le cofondateur de TocTocDoc. TocTocDoc, c'est un service de télémédecine qu'on déploie dans des structures médico-sociales, sanitaires, ambulatoires depuis 2017. Et on s'est aperçu, et notamment dans le médico-social, d'une difficulté d'accès aux soins, surtout aux soins de spécialité. Un exemple que j'aime bien donner parce qu'il illustre véritablement le manque d'accès aux soins spécialistes dans le médico-social, c'est le nombre d'actes de soins, de consultations ou de téléconsultations par an par résident dans un EHPAD.
En médecine de spécialité, ce chiffre se situe à 1,1. C'est-à-dire qu'il y a en moyenne 1,1 actes de consultation avec un médecin spécialiste par an, par résident en EHPAD, lorsque l'on sait qu'en moyenne, un résident a en moyenne 8 pathologies. On peut facilement imaginer qu'il y a un déficit d'accès aux soins, tout simplement parce qu'il y a une démographie médicale qui est en chute libre, parce qu'un médecin spécialiste a son agenda qui est rempli sur les 6, 7, 8 prochains mois et qu'il est difficile pour lui de se libérer, de venir dans l'établissement lorsque il est tout autant difficile de faire déplacer le résident pour les raisons qu'on connaît. Donc, on part de ce constat-là et on se dit chez TocToc que une des solutions pour pallier ce constat, c'est de déployer la télémédecine. Mais la télémédecine induit automatiquement une transformation des organisations, un enrôlement des médecins dans le dispositif, une formation des infirmières, et ce sont des organisations complexes à mettre en œuvre. Ce qu'on s'est dit pour répondre du coup à cet enjeu de complexité, on s'est dit, et si, de manière ponctuelle, on envoyait une infirmière mobile de télémédecine sur site et lors de cette journée, formée sur des sujets d'échographie cardiaque, sur des sujets d'ORL, sur des sujets de dermatologie, si elle parvenait pendant une journée à résoudre la problématique d'accès à un spécialiste pour des questions de prévention, pour des questions de suivi, pour des questions de dépistage sur ces différentes filières. Et donc, on a créé la journée de soins par télémédecine, cette journée de soins avec une infirmière mobile de télémédecine qui va dans la résidence, dans l'EHPAD, dans la structure pour personnes en situation de handicap, régler cet accès aux soins en réalisant au chevet des patients 5, 10, 15, 20 actes de télémédecine avec les résidents qui sont en besoin d'avoir accès à cette médecine de spécialité. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est dit que les projets de télémédecine étaient souvent complexes à mettre en œuvre et qu'il fallait créer des solutions techniques, organisationnelles et soignantes avec un impact immédiat. Parce que c'est finalement ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être impactant, de résoudre une problématique, d'améliorer l'accès aux soins et de pouvoir finalement, sans investissement, sans attendre la conduite du changement, parvenir à un résultat pour le bien-être de nos aînés. Donc voilà un peu la genèse du projet, le constat initial et la proposition de valeur qu'on a souhaité mettre en œuvre au travers de ces journées de soins. Merci à tous d'être là et je laisse Nicolas poursuivre. Merci beaucoup, Dan, pour cette mise en contexte. On va maintenant passer au sujet concret, c'est-à-dire ce qui a été réalisé dans le département de l'Eure, donc de journée de prévention, de dépistage et de soins par télémédecine. Alors, ont été réalisés même des dépistages des troubles otologiques, visant donc à dépister les pathologies des conduits auditifs des résidents d'EHPAD. Après, on verra donc plus dans le détail comment ça a pu être organisé et comment ça s'est déroulé. L'objectif, donc, vous pouvez le voir, ça a été la prévention primaire par télémédecine de troubles auditifs à l'origine de troubles cognitifs. C'est une action qui a été réalisée dans le début de l'année 2021, donc de mars à avril, mai. Pourquoi nous avons choisi de proposer cette action? Nous réalisons actuellement des actions dans différents départements un peu partout en France. Néanmoins, nous avons pu déjà obtenir un bilan, pu réaliser un bilan, pu échanger donc avec la conférence des financeurs qui a pu financer ce projet-là et obtenir donc déjà des premiers retours. On a pu réaliser une enquête de satisfaction. On pourra vous montrer aussi par la suite des résultats. Donc finalement, on a pu vraiment aller loin pour vous présenter ce sujet, surtout savoir de quoi on parle et vous présenter des choses précises. 22 journées ont été réalisées dans différents EHPAD du département. Ça concerne donc 17 EHPAD. Certains EHPAD ont donc pu bénéficier de plusieurs journées de dépistage, puisque une journée profite à un nombre limité de résidents, même si c'est un nombre qui est très important. Et au total, on a donc 638 résidents qui ont pu bénéficier de ce dépistage et donc obtenir une ordonnance dans le but de détecter une pathologie
et pouvoir prévenir finalement une perte d'autonomie qui sont liées à ces pathologies. On va maintenant passer à la slide suivante. Et donc, je vais pouvoir donner la parole à Madame Solène Dubois, qui donc est chargée de mission à la conférence des financeurs du département de l'Eure, qui va pouvoir justement nous présenter eh bien, la conférence des financeurs, quel est son rôle, et puis eh bien, simplement pourquoi, quelles sont les raisons finalement qui ont fait que la conférence des financeurs du département de l'Eure ont souhaité financer cette action. Donc, bonjour Solène, merci d'être présente et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez évoqué, je représente le département de l'Eure et plus particulièrement la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, sur laquelle j'interviens depuis peu, depuis le 1er juillet, en tant que chargée de mission. Donc, la conférence des financeurs, c'est un organisme qui s'inscrit dans la continuité de la loi d'adaptation de la société au vieillissement et qui vient financer des projets à destination des personnes âgées qui résident au domicile ou en EHPAD. Il peut s'agir de différents projets, donc sous différentes formes. Il peut s'agir d'actions de santé, tel qu'il en est le cas ici, mais également d'ateliers numériques, intergénérationnels ou encore d'activités physiques adaptées. Et donc, dans tous les cas, ces projets sont sélectionnés au préalable par les membres du bureau de la conférence des financeurs, parmi lesquels on retrouve notamment le département, la RS, la CARSAT ou encore la CEPAM. Et donc, pour cette action portée par TocTocDoc, l'idée, c'était tout de même de soutenir des actions en faveur de la prévention, puisqu'on est bien ici sur la prévention des troubles auditifs. On sait d'autant plus que les troubles auditifs impactent majoritairement les personnes âgées qui ne sont bien souvent pas dépistées en amont. Donc l'action apparaissait de fait tout à fait pertinente dans cette logique de prévention de la perte d'autonomie, mais également dans un souci d'isolement, puisque on sait également que les personnes âgées, sourdes ou malentendantes éprouvent des difficultés à communiquer et sont bien souvent davantage isolées de la société. Donc, par rapport à tous ces enjeux, il nous a semblé pertinent de financer cette action et donc d'y répondre de manière favorable. Bien, merci Madame Dubois. Et finalement, suite à la réalisation donc, de cette action dans le département de l'Eure et suite au bilan qu'on a pu réaliser, est-ce que finalement vous pouvez nous donner un retour par rapport à cette action? Est-ce que donc elle a pu répondre aux objectifs de la conférence des financeurs? Et finalement, quels ont été les impacts de votre côté grâce au bilan qui a été réalisé? Alors, effectivement, au regard des bilans exposés, l'impact est fort concluant, puisque d'une part, d'un point de vue quantitatif, on a 69% des dépistages qui ont abouti sur une détection de pathologies, et donc pathologies qui ont été généralement suivies d'une émission d'ordonnance. Et puis, d'un point de vue qualitatif, d'autre part, il semble que la satisfaction des résidents en EHPAD ait été au rendez-vous. Résidents qui ont d'ailleurs pu bénéficier d'un accès à des soins de qualité dans un contexte assez fragile. On était dans un contexte de recrudescence de la Covid-19. Et donc, l'action a d'ailleurs été promue dans la dernière édition de la revue du département, Tandem, pour justement appuyer sur ces impacts fructueux de cette action. D'accord, je vous remercie Madame Dubois. En effet, ça rejoint un petit peu ce que Dan Grunstein nous présentait tout à l'heure, finalement l'objectif de faciliter l'accès aux soins par une innovation qui est organisationnelle, puisque finalement, on va le présenter plus en détail, mais c'est beaucoup d'organisation, un petit peu de technologie, mais surtout de l'humain qui est organisé de façon à faciliter l'accès aux soins. Donc, je vous remercie pour votre témoignage, Madame Dubois. On va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, maintenant, on va rentrer donc dans le concret de cette action des journées de prévention et de dépistage, des journées de soins par télémédecine, l'organisation d'une journée type. Pour ça, je vais donner la parole à Aurélie Spada, qui est donc infirmière mobile de télémédecine et qui a pu elle-même intervenir dans des EHPAD et réaliser finalement des journées de dépistage des pathologies du conduit auditif. Donc, bonjour Aurélie, bienvenue et je te laisse la parole.
Bonjour à tous. Donc voilà, comme le disait Nicolas, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des journées de soins dans le Grand Est et puis j'ai même pu faire une journée dans l'Eure. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment se passe une journée de soins, le avant, après, pendant. Enfin voilà. Donc en amont, ce qui est demandé, en fait, une fois que la journée, la date est fixée, le secrétariat va envoyer un mail avec des documents, des pièces à joindre. Donc, il y aura forcément le fichier de recueil avec la liste des patients. On demande le nom, le prénom, le nom usuel, les numéros de sécurité sociale, voilà, un peu le numéro de chambre, des choses organisationnelles, numéro de RPPS, médecin traitant, médecin co. Et après, des données un peu plus médicales, parce qu'il y a des écoulements, des démangeaisons, des traitements ORL en cours, des chirurgies antérieures. Voilà. Après, il y a aussi une lettre d'adressage. Donc ça, c'est à remplir, à compléter, puis à renvoyer. Et il y a des documents donc, à diffuser, les recueils de consentement, les lettres d'information pour les patients et les médecins traitants. Donc ça, c'est à diffuser et à garder. Après, on demande aussi, on a besoin, nous, du nom du médecin coordinateur avec son prénom, enfin, des renseignements plus techniques par rapport aux réceptions des comptes rendus. Après, donc dans un second temps, nous, l'infirmière, nous appelons la personne référente, donc le médecin coordinateur, les cadres selon les établissements, pour un peu définir les modalités de cette journée. Donc, on va définir une horaire d'arrivée. En général, on arrive vers 9h selon les établissements. Hein, on s'adapte. Après, on essaye de voir aussi si quelqu'un peut nous accueillir pour qu'on puisse un peu voir la structure, se repérer, les étages, qu'on nous donne une petite salle juste pour se changer et puis voilà, stocker nos affaires. Voilà. Autrement, en matériel, on est autonome. La seule chose qu'on a besoin, c'est un chariot de soins pour pouvoir se déplacer librement. Voilà. Donc après, le jour J, donc nous, en général, c'est une infirmière. Des fois, elle est accompagnée, ça dépend des situations. Donc, quand j'arrive, je me présente à l'accueil. J'explique ma venue. En général, les structures sont courantes, donc on est très bien accueillis. Et on nous explique rapidement un peu les étages, le fonctionnement, à gauche, à droite, premier étage, où sont situés les ascenseurs. Puis après, on a la possibilité de se changer. On nous donne accès du coup au chariot de soins. Et on prépare notre matériel. Je prépare mon matériel et puis en avant, quoi. Donc là, on se dirige avec notre liste de patients, de résidents, dans la chambre directement du résident. Donc, quand on arrive, on toque, on se présente, on explique qui on est, ce qu'on vient faire, le but de cet examen, le déroulé, la suite aussi. On est toujours très bien accueillis. Les résidents sont contents de voir du monde, donc on discute un peu. Des fois, on échange sur la météo, les photos, les dossiers médicaux aussi. Hein, du coup, et puis on a l'histoire de vie. Les patients aiment bien, voilà, nous expliquer qu'ils n'entendent pas bien, que c'est plus un côté ou l'autre. Enfin, voilà. Donc, c'est très intéressant. C'est toujours un beau contact. Donc, voilà. Après, des fois, comme vous le voyez sur les photos, où là, j'ai aussi l'appareil, ça peut un peu faire peur. Donc, on rassure aussi des fois certains résidents qui, quand ils nous voient arriver avec ça, ils ont des fois un petit peu peur, mais on les rassure. Et ça se passe toujours très bien. Donc, l'examen est très rapide. On prend un cliché. Donc, on commence toujours par l'oreille droite, l'oreille gauche. Et ça dure quelques minutes, en fait. Hein. Après, pour tout ce qui est plus technique, donc nous, on prend les clichés. Et après, avec notre tablette, on va remplir un questionnaire. Donc, on fonctionne en téléexpertise. Donc, c'est pas, on dirait que c'est de l'asynchrone. Et donc, on répond à un type de questions classiques. C'est les écoulements. C'est un peu les questions qui sont demandées en amont. Donc, une fois qu'on a répondu à ces questions, on envoie les clichés donc, au docteur Schmoll qui les traite après lui dans un second temps. Voilà, donc nous, une fois que. Enfin, voilà, donc on fait comme ça et on va de chambre en chambre dans chaque étage. Après, à savoir qu'on s'adapte si, quand on arrive dans la chambre, la personne, elle a un rendez-vous, elle est, je sais pas, en consultation avec le psychologue, elle est en train d'être
voilà, c'est le moment de la toilette. Enfin, voilà, on s'adapte toujours à la structure. On repart, on reviendra dans un second temps. Voilà, on a l'habitude. Après, c'est aussi intéressant pour nous parce que enfin, voilà, quand on va dans les étages, on croise les soignants qui nous interrogent, qui posent des questions. Donc, des fois, on partage avec eux les clichés, on discute, voilà, on échange. Ça nous est arrivé d'avoir des personnes avec des objets dans les oreilles inconnus. Donc, on essaye un petit peu de deviner, se dire, ah tiens, qu'est-ce que ça peut être? Enfin, voilà, on échange un peu avec tout le monde. Des fois, on fait un peu l'animation parce que quand on arrive et que c'est un moment d'animation, des fois, on nous laisse un petit peu interagir et couper. Enfin, voilà. Donc, on est toujours très bien reçus par les soignants et par les résidents eux-mêmes. Donc, voilà. Après, une fois qu'on a fait le tour, en général, on a jusqu'à maximum 40 résidents. On va faire un point avec la personne référente ou les médecins, enfin voilà, pour expliquer que notre journée enfin voilà, qu'on a fait notre travail, que tout s'est bien passé. Voilà, faire un petit point. Après, au niveau administratif, il y a encore le PV qui est à signer, le procès-verbal, pour justifier le nombre d'actes voilà, à faire. Après, des fois, il y a des modifications, une personne qui finalement n'est pas là ou une personne à rajouter. Donc ça aussi, nous, on peut s'adapter à tout ça. Voilà, après, je précise aussi qu'entre chaque résident, bien sûr, on respecte toutes les règles d'hygiène, on désinfecte tout le matériel, les mains, enfin tout, voilà. On est infirmière, donc on reste voilà, dans un cadre très, très dans l'hygiène. Voilà. Donc, une fois que c'est terminé, les comptes rendus, après, sont réceptionnés par les cadres ou les médecins co, mais nous, on les envoie encore aussi par mail à la personne référente. Voilà, avec les ordonnances, pardon, aussi, s'il y en a. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Aurélie Spada. C'était très exhaustif, très précis. Et alors, c'est intéressant parce que là, on a vu finalement l'aspect infirmière mobile qui se rend dans l'EHPAD auprès justement des résidents d'EHPAD, mais aussi du personnel soignant. Et tu as très bien tu as très bien présenté en effet l'aspect aussi pédagogique que tu peux avoir sur le terrain, à la fois auprès des résidents, étant donné que comme tu l'as présenté, en effet, l'autoscope connecté peut faire peur, mais finalement, voilà, les infirmières ont aussi son rôle de présenter l'objet, de présenter l'action qui va être menée. Donc, simplement de poser l'appareil au niveau du conduit auditif, de réaliser un cliché des deux côtés. Et l'aspect aussi qui est pédagogique, mais qui peut permettre d'acculturer les équipes soignantes de l'établissement à la télémédecine. Et ça, en effet, c'est un aspect qui peut être, je pense, très intéressant. Et maintenant qu'on a vu cet aspect-là côté infirmière mobile, on va pouvoir voir de l'autre côté, du côté médecin ORL, avec le témoignage de Laurent Schmoll, qui a pu donc réaliser lui-même les téléexpertises côté médecin. Donc, merci d'être présent, Laurent, et je te laisse la parole. Merci, Nicolas. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis médecin ORL et cofondateur de Doc. Alors, je vais vous parler de la vision d'un médecin, pourquoi la téléexpertise et l'impact médical. Alors d'abord, la téléexpertise se prête parfaitement à ces campagnes, puisqu'en fait, le temps passé à prendre les clichés, etc., si nous étions en téléconsultation, les médecins derrière son écran n'auraient pas beaucoup d'activités, sauf à attendre que les choses se fassent, alors que là, on réceptionne une observation, et on va y venir, et des photos des tympans qui peuvent permettre en quelques minutes de traiter et de faire un diagnostic et d'envoyer une ordonnance qui va permettre donc de voir un grand nombre de patients. En téléconsultation, il faudrait peut-être une journée entière, alors qu'en téléexpertise, il faut quelques heures pour traiter la totalité des images qui ont été transmises par les infirmières des EHPAD. Donc, en fait, du côté médecin, c'est assez simple. C'est une application sur web application, donc sur l'ordinateur. Tout médecin peut se brancher avec un login et un mot de passe. Et donc, les téléconsultations et les téléexpertises apparaissent sur l'écran du médecin. Ici, il y a 2 téléexpertises. Bon, les noms ont été mis en rouge, mais c'est 2 téléexpertises en attente. Donc, sur ma page d'accueil, je clique dessus. On passe alors à la slide suivante. Peut passer à la slide suivante ou c'est moi qui passe? Voilà. Et apparaît alors le dépistage audition, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les questions auxquelles
ont répondu les patients avec sur la tablette. C'est l'infirmière qui a pu mettre des croix s'il y a des antécédents de perte d'audition, de chirurgie, de vertige, d'acouphènes, de traitement de gouttes, etc., perforation. Et donc, je peux lire l'observation comme je poserai les questions de le même ordre à un patient face à moi. Donc, j'ai tout le contexte médical. Puis, j'ai les photos des deux tympans, celle-là, puis l'autre, dont on va voir après. Slide suivante. La totalité de l'observation à cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a le nom, le prénom du patient, donc le requérant donc à l'EHPAD, le requis c'est moi-même, le consentement qui a été obtenu, les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux, la présence. Donc vous avez toutes les questions. Encore une fois, ça arrive sous forme d'un menu déroulant, mais d'une véritable observation avec la photo des tympans. La suivante. Et on va pouvoir avoir donc les photos des deux tympans. Lorsque j'ai le diagnostic, et il ne faut que quelques minutes pour l'avoir, je prends ma souris, je tape sur l'ordinateur otite séreuse dans ce cas-là et tympan normal de l'autre côté. Donc le compte rendu est fait. Je peux aller il y a très peu de choses, comme ça complique pas les choses côté médecin. Le médecin, vous savez, ça aime bien les choses assez rapides et assez carrées. Il y a très peu de boutons, donc vous allez après sur le bouton ordonnance qui est juste au-dessus, et j'ai une ordonnance assistée avec une base de médicaments de Claude Bernard, c'est l'équivalent de Vidal, et donc je tape les premières lettres du médicament que je souhaite prescrire, on verra tout à l'heure les pathologies, et cela me crée une ordonnance que vous visualisez ici à gauche, et qui va être, dès la fin de la téléconsultation, transmise sur la tablette de l'EHPAD et qui va pouvoir être donc délivré très rapidement aux patients. Donc c'est extrêmement ergonomique. Je fais le diagnostic, je lis les antécédents, je lis l'observation, je fais mon diagnostic, je fais l'ordonnance. Il ne faut pas beaucoup plus qu'une à 2 minutes pour faire cela. Et ça génère automatiquement également un rapport de l'acte de télémédecine avec la totalité des points, j'allais dire, médico-légaux, combien de temps, qui l'a fait, quel nom de patient, combien de temps a duré la télé-expertise. Et tous ces éléments font partie également, c'est un rapport donc détaillé, des éléments qui sont transmis aux maisons, aux EHPAD qui sont demandeurs. Donc la réalisation de ce type de télé-expertise ne prend que peu de temps et permet d'avoir un nombre assez important de patients traités, en tout cas diagnostiqués dans un premier temps par EHPAD. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir de tout ça? Si on a la slide suivante. Ben, je vous ai mis des exemples de pathologies. Alors, à droite, alors je suis désolé, les images sont parfois déformées, mais à droite, vous avez un tympan droit et un tympan gauche normaux. C'est un aspect blanc-bleu. Alors, c'est pas un diamant, mais c'est nacré et c'est translucide. Et très souvent, on a ce que vous avez en haut à gauche de l'écran, un bouchon de cérumen qui peut avoir cet aspect, mais qui peut avoir bien d'autres aspects, qui obstrue les conduits. On verra tout à l'heure les pathologies. Vous avez ensuite une poche de rétraction, c'est-à-dire le tympan, au lieu d'être bien tendu, comme vous le voyez à droite, est aspiré par une dépression dans l'oreille. Et c'est comme un tambour ou une membrane de tambour sur lequel vous appuyeriez votre doigt, et le tympan est donc aspiré vers l'intérieur, et ça donne une perte d'audition. Vous avez également des perforations tympaniques, donc des trous dans le tympan, ça c'est relativement fréquent, vous en avez une ici. Une otite séreuse, ça c'est l'absence d'aération de l'oreille par ce qu'on appelle la trompe d'Eustache, qui donne du liquide derrière le tympan. Et on voit ça beaucoup chez les personnes âgées parce que la trompe d'Eustache n'est pas toujours fonctionnelle. Et donc, il y a une perte d'auditif parce que entendre dans l'eau, entendre sous l'eau ou entendre de l'eau qui est derrière votre tympan, ça vous fait perdre de l'audition. Et il y a des moyens de réagir en dehors du bouchon. La perforation, ça dépend, on verra la suivante, elle est traumatique, mais il y a en tout cas des solutions pour permettre aux personnes âgées, pour des petites choses, d'avoir un grand bénéfice. Et c'est ça le plus important, et on va le revoir tout à l'heure. Ce sont des petites choses, des petits gestes ou des petites prescriptions qui apportent un énorme bénéfice. Alors ensuite, il y a en bas à gauche une perforation traumatique. Ça peut être un choc, une claque, un coup. Parfois, les patients ont chuté, ça passe inaperçu, mais on trouve c'est une perforation traumatique. On voit bien, il y a un assez grand trou, il y a même 2 trous.
le tympan est rouge, il a été déchiré et il y a un peu de sang dans l'épaisseur. Ce qu'on a aussi assez fréquemment, je vous ai mis un corps étranger, ça c'est une boule de coton qui date, je crois, de la semaine dernière ou de la semaine précédente. Soit c'est un bout de coton-tige, et c'est souvent le cas que les patients, on a voulu leur nettoyer l'oreille, la famille, ou qui que ce soit, ou eux-mêmes, et puis le bâtonnet, malheureusement aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de colle sur les bâtonnets, on retrouve le bâtonnet, puis on ne sait pas où est le morceau de coton, et en fait, il est au fond de l'oreille. Et là aussi, ça devient une vraie obstruction du conduit. Alors ensuite, vous avez des choses plus spécialisées, vous avez des perles de cholestéatome, et ensuite, vous avez des ostéomes, ça se ressemble beaucoup, mais ça, c'est une question de spécialité. Dans un cas, c'est des boules de peau qui forment une obstruction progressive du conduit, et si ça grandit vers le tympan, c'est une nécessité chirurgicale. Là, c'est des petites perles de cholestéatome, sans doute post-chirurgicales du conduit auditif, et à droite, vous avez un ostéome du conduit. Ça se voit beaucoup chez les nageurs et les plongeurs. Alors peut-être que ce patient a fait beaucoup de natation dans sa jeunesse. Voilà le type de pathologie, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Dans les corps étrangers, on a aussi, on a trouvé des opercules qui servent aux piles d'appareils auditifs. Donc juste pour un opercule qu'on a retrouvé dans un conduit auditif, on a retrouvé beaucoup d'embouts d'aide auditive aussi, qui ne sont plus là sur les appareils. Les gens pensent les avoir perdus, et en fait, elles sont restées dans le conduit auditif. Donc, on a beaucoup de corps étrangers, on a beaucoup de pathologies en dehors des bouchons de cérumen. Mais c'est évidemment les bouchons qui dominent. Slide suivante. Donc là, j'ai les pathologies détectées par fréquence. Donc à gauche, vous avez le tableau qui résume les pathologies dans l'heure. On a dit qu'il y a eu 438 téléconsultations. Si on fait le total juste des bouchons de cérumen, on a 420 bouchons de pathologie de bouchons de cérumen. C'est-à-dire que c'est une prévalence de 68% des patients avaient des bouchons de cérumen dans l'heure. 68%, ce qui est un peu plus que la moyenne. À droite, vous avez l'ensemble des campagnes qu'on a fait depuis un peu plus d'un an et demi. Il y a eu, donc pas 22 de l'heure sont inclus, mais il y en a 93 en tout. On a réalisé avec plusieurs ORL 3168 téléexpertises qui ont donné lieu à détecter 2060 pathologies dont je viens de vous parler, ce qui fait une moyenne de 65% de prévalence de pathologie. Donc, c'est 2/3 des patients d'un EHPAD ont des pathologies du conduit auditif. On verra tout à l'heure le retentissement. Donc, il y a à peu près 11 pathologies différentes, et ça a donné lieu à la génération de 2025 ordonnances. Les ordonnances sont évidemment tout de suite transmises à l'EHPAD de faire les soins, puisque le principe de ces journées de détection et de prévention ne sont pas de se substituer au travail habituel de l'EHPAD. On va passer à la suivante. Alors, pourquoi ça a un impact majeur pour le résident? Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'ORL, mais le son passe par le pavillon de l'oreille, se poursuit dans le conduit auditif, passe par le tympan, fait vibrer le tympan par un système ossiculaire. On arrive à l'oreille interne où le son est à partir de là transmis par un système nerveux au niveau du cerveau. Le cerveau, la première zone à laquelle arrivent les sons, c'est le lobe temporal. C'est là où vous avez l'audition. C'est comme ça que l'être humain entend. Mais en fait, le plus important, j'allais dire, c'est que le son est également transmis à beaucoup d'autres zones du cerveau qui vont être des zones mémoire, des zones réflexes. Pourquoi? Parce qu'un son, quand vous allez entendre un son, ça va vous rappeler une musique, des sons, des voix, etc. Ou réflexe, c'est un son violent qui va vous entraîner un réflexe de retrait, une explosion, etc. Voire une aire motrice. Donc, tous les sons entraînent des réactions qui ne sont pas uniquement liées au lobe temporal, donc pas liées uniquement à l'audition. Et ne pas entendre ces sons vont entraîner une désactivation, une désafférence de ces différents lobes qui ne seront plus stimulés. Et ça, c'est extrêmement grave parce que les personnes en ont une très rapide répercussion au niveau cognitif. Et donc, l'absence d'audition ou la diminution de l'audition, il faut savoir qu'un bouchon de cérumen, ça peut entraîner 15 à 20% de pertes qui se rajoutent à la perte naturelle qui est de 1% par an à partir de 40 ans sur les sons aigus. Ça veut dire qu'à 85 ans, vous avez perdu de façon naturelle 40 à 45% d'audition. Or, on sait qu'au-dessus de 50%, les troubles de désocialisation, les troubles auditifs
entraîne des facteurs de diminution cognitive. Donc, le fait d'enlever un bouchon qui représente 15 à 20% de perte d'audition, qui se rajoute à la perte naturelle, j'ai dit qui était 40 à 45%, on passe au-dessus de ces 50% et on désocialise les gens parce qu'ils n'entendent plus autour d'eux, on n'entend plus les gens qui leur parlent, ils n'entendent plus les sons de la télévision, ils n'entendent plus la musique. Et c'est une pathologie induite majeure sur laquelle on peut avoir un très rapide impact médical, 64 à 68% de bouchons. C'est quand même très simple de pouvoir enlever les bouchons et de récupérer l'audition. Et d'ailleurs, les patients s'en sentent très rapidement, très nettement améliorés. Donc, ça a l'air d'être pas grand-chose, ces campagnes de dépistage, mais elles ont un intérêt majeur sur l'audition, évidemment, mais sur l'ensemble des troubles cognitifs, pas seulement les pathologies type maladie d'Alzheimer, sur l'ensemble, parce que ça prévient la désocialisation et ça prévient l'ensemble des troubles cognitifs. Slide suivante. Alors, quand est-ce qu'il faut les faire? Je dirais qu'il faut les faire théoriquement au moins une fois par an. Je dirais, si on arrive à le faire une fois par an, c'est parfait. Si plus, c'est pas nécessaire parce que ça entraîne quand même une infrastructure importante, mais une détection. Alors, on m'a plusieurs fois dit les médecins généralistes peuvent le faire aussi. Bien sûr, si les médecins généralistes ou les médecins coordinateurs, je ne sais pas si c'est leur domaine d'activité, mais si un généraliste s'en occupe, c'est parfait. Sauf que dans la réalité, nous trouverions pas 65 à 68% de bouchons de cérumen plus des autres pathologies du conduit dont je vous ai parlé, si c'était réellement fait. Et je comprends que ça n'est pas systématiquement fait parce que ça ne saute pas aux yeux et puis regardez les conduits, il faut avoir un otoscope et puis tout le monde n'a pas ça sur lui et tous les EHPAD ne sont pas équipés. Donc, c'est une détection majeure et maintenant qu'on a fait 93 EHPAD, on reste dans les mêmes chiffres, hein, on reste autour de 65% de présence de bouchons de cérumen. Donc, les bouchons de cérumen, c'est une petite pathologie mais qui a un grand impact. Alors, au départ, je t'ai dit, on fera ça dans un premier temps et puis on fera de l'audiométrie. Alors, on fait de l'audiométrie à distance. Alors, il faut savoir qu'en fait, moins de 10%, et j'allais dire peut-être moins de 3% des patients à qui on a fait des dépistages des conduits auditifs ont eu des audiogrammes. C'est très long à réaliser à distance, c'est très difficile à faire parce que l'infirmière pose des casques auditifs, aériens, ça ne pose pas de problème, mais le temps de transmission, l'explication aux personnes âgées, même si l'infirmière est formée à côté, ça prend beaucoup de temps. Ça génère des audiogrammes qui permettent de poser des indications d'aides auditives, mais il faut dire que s'il y a quelques indications, après, la réalité, c'est qu'en fait, les familles n'achètent pas les aides auditives, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais surtout aussi parce qu'ils estiment que la personne âgée s'en est passée jusque-là. Donc, en réalité, l'audiométrie et la prescription d'aide auditive dans les EHPAD est assez peu efficace et assez secondaire. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais je vois les résultats à distance et ça n'entraîne pas souvent la prescription d'aide auditive. En revanche, la détection est absolument majeure. Donc là où on pouvait penser que c'était un petit geste, en fait, ça demeure un geste majeur que de regarder un conduit auditif. Alors, quelqu'un me pose la question, comment apparier? Alors, à partir du moment où la personne a une ordonnance, il peut faire appel à des audioprothésistes. Alors, évidemment, c'est le libre choix de la famille. Et il y a des audioprothésistes qui se déplacent dans les EHPAD et qui, avec l'audiogramme, peut proposer et régler des appareils. Ils ont des audiomètres portables et régler l'appareil pour une personne âgée. Donc, c'est faisable. Il y a des audioprothésistes. Je veux dire, beaucoup d'audioprothésistes se déplacent et il y a même des spécialistes du déplacement en EHPAD. Alors, c'est pas en général pour des nouveaux appareils, c'est pas beaucoup en tout cas, c'est souvent pour des réglages ou des problèmes de piles et ce genre de choses. Mais effectivement, il y a la possibilité de faire appel à des audioprothésistes. Je pense qu'il y a même des audioprothésistes qui s'appellent audioprothésistes mobiles ou quelque chose comme ça. Et tout audioprothésiste peut se déplacer et ont des audiomètres portables. Voilà, je crois que c'est tout pour la suivante. Je crois que c'est plus moi.
Parfait. Ben, merci beaucoup, docteur Laurent Schmoll, pour ce témoignage et ce partage d'expertise qui complète un petit peu donc, ce qu'on a vu avant au sujet de nos journées de dépistage des pathologies des conduits auditifs. Alors, nous avons souhaité mobiliser et faire témoigner M. Clément Montejo, qui est cadre de santé d'un EHPAD dans le département de l'Eure. Malheureusement, il est indisponible. C'est pourquoi je vais prendre simplement son temps de parole pour eh bien, expliquer, puisque c'est quand même quelque chose qui est intéressant, expliquer et vous présenter comment est-ce qu'un EHPAD peut bénéficier de ce genre d'action. Alors, dans le cadre de l'heure, c'est particulier puisque c'était un appel à projet de la conférence des financeurs qui a accepté de financer cette action. Néanmoins, bien évidemment, nous proposons nos actions alors, partout en France, étant donné que nous avons des infirmières mobiles qui se déplacent, ou alors nous recrutons et formons des infirmières mobiles, des infirmières d'un territoire proche d'un EHPAD, qui peut intervenir directement sur place. Et pour les médecins, pareil. Alors, nous proposons différentes spécialités pour ces journées de soins par télémédecine qu'on pourra vous présenter juste après. Et pour chaque spécialité, on a un médecin spécialiste référent. Voilà, pour l'ORL, ça va être le docteur Laurent Schmoll, qui travaille avec nous pour l'élaboration de cette journée côté donc, médical et qui nous accompagne donc pour bien réaliser cette action et réaliser les téléexpertises. Pour les autres thématiques, c'est pareil. On a aussi un médecin référent on présentera donc les thématiques par la suite. À la fin de ce webinaire, vous aurez donc nos coordonnées. On vous mettra aussi dans le chat une brochure qui vous présentera donc plus en détail et nos contacts afin que vous puissiez rentrer en contact avec TocTocDoc si vous souhaitez bénéficier de ce type d'action que l'on peut mener aussi bien sûr sur du cas par cas. Et voilà, donc voilà pour cette partie-là. On va passer à la slide suivante. Alors au niveau du retour des établissements, donc, comme je vous l'avais dit précédemment, on a pu réaliser une enquête de satisfaction auprès de 15 EHPAD du département de l'Eure, donc 15 EHPAD sur les 17 qui ont bénéficié de l'action. Et donc, les retours ont été très positifs, notamment sur l'impact positif sur le bien-être des résidents. Donc, est-ce que nos journées ont réellement eu un impact sur le bien-être? Les répondants sont principalement des IDEC et cadres de santé, donc les personnes qui ont vraiment accueilli l'action dans l'EHPAD. 87% donc, ont estimé qu'il y a eu un impact positif sur le bien-être. Au sujet du maintien de l'autonomie, eh bien, on a 67% des cadres et IDEC des EHPAD qui ont estimé que oui, il y avait un impact. 60% sur l'impact bénéfique sur le lien social, puisque bien sûr, sans audition, le lien social est directement impacté. Et au niveau du taux de satisfaction, on a pu obtenir donc un retour de 100% de satisfaction, puisque, eh bien, d'une part, on a pu constater l'impact, mais surtout, étant donné que dans les EHPAD et dans d'autres types d'établissements médico-sociaux, on le sait, il y a trop peu d'effectifs, il y a un turnover qui est important. C'est pourquoi c'est essentiel d'avoir une action qui soit gérée au maximum par TocTocDoc, par exemple, afin que les équipes sur place soient le moins mobilisées possible. Mais de l'autre côté, si bien sûr les équipes soignantes souhaitent assister à ces actions de télémédecine, eh bien, elles le peuvent pour acculturer à la télémédecine. Le niveau de satisfaction globale de l'action est de 84% et 62% estiment donc qu'il y a une amélioration de l'accès aux soins. On va passer donc à la slide suivante. Voilà, donc les autres spécialités médicales, nous avons donc mis sur cette slide 3 autres spécialités, à savoir qu'il y en a encore d'autres que je vais pouvoir présenter rapidement. Sur la cardiologie, donc nos infirmières mobiles qui se déplacent dans les établissements pour réaliser une action en cardiologie sont formées à un process très précis et vont donc réaliser une prise de constante, vont réaliser un électrocardiogramme auprès du résident et une échographie qui va être bien sûr téléguidée par le cardiologue à distance. Donc là, on est bien sur une téléconsultation en direct avec le médecin cardiologue qui va pouvoir guider donc l'infirmière. Et donc, on peut dépister et effectuer un bilan en cardiologie à jusqu'à 10 résidents en une seule journée. Donc, il y a un impact qui est réel, notamment au sujet des traitements des résidents. On a pu notamment voir l'importance cruciale de ce type de journée après l'épisode Covid
mais bien évidemment, hors Covid, il est tout de même essentiel de pouvoir apporter une expertise en cardiologie auprès des résidents d'EHPAD. Ensuite, on a donc la sarcopénie et dénutrition. La sarcopénie et dénutrition, l'objectif, ça va être donc de dépister la perte de force musculaire et la perte de masse musculaire auprès des résidents d'EHPAD, qui est bien sûr directement lié à la dénutrition, mais surtout de pouvoir agir auprès de ces pathologies au moment où ça aura le plus d'impact. C'est-à-dire qu'on a notre équipe est aussi formée pour accompagner l'équipe soignante de l'EHPAD afin de sélectionner les résidents qui ont cette pathologie, mais qui, si on agit sur le moment, peuvent, grâce à un traitement, ça peut être des compléments protéiques, ça peut être avoir accès à un nutritionnel ou autre. Et finalement, le but, ça va être donc de pouvoir un impact sur ces résidents au moment où on peut encore avoir un impact. La dermatologie, eh bien, une infirmière se déplace avec un dermatoscope et en fonction de la pathologie du résident, eh bien, le dermatologue à distance va pouvoir réaliser donc traitement, réaliser l'ordonnance. Alors, les autres thématiques sur lesquelles nous travaillons sont notamment le dépistage des pathologies bucco-dentaires. Donc, on travaille avec notamment un chirurgien dentiste pour essayer d'élaborer eh bien, un process, un workflow qui soit le plus adapté et qui puisse avoir un impact. Et d'autre part, nous travaillons aussi sur les pathologies, le dépistage des pathologies dégénératives de l'œil, DMLA, glaucome, etc., qu'on espère pouvoir proposer avant la fin de l'année à un maximum d'établissements médico-sociaux afin d'avoir un impact important. Voilà pour cette slide. Alors, avant de conclure, je vais peut-être laisser la parole à Dan Grunstein qui voudra ajouter quelque chose. Alors, non, simplement pour dire que dans le chat, il y a eu pas mal de questions et je propose que Nicolas, tu puisses les relire à voix haute et puis en fonction des réponses à apporter Laurent ou toi ou peut-être d'autres personnes ou Aurélie peut peut-être apporter une réponse ou un complément de réponse. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a déjà effectué ces actions au domicile? Alors, pas encore. Pour l'instant, on a réalisé nos actions vraiment dans les établissements médico-sociaux. Peut-être qu'à terme, on peut en effet déployer des infirmières mobiles qui puissent agir au domicile. C'est quelque chose qui peut être envisageable, par exemple, courant 2022, mais pas encore. Alors, pourquoi ne cibler que les EHPAD? Simplement, historiquement, TocTocDoc travaille beaucoup avec des EHPAD, majoritairement avec des EHPAD. Néanmoins, ces propositions se sont déjà aussi adressées à des foyers d'accueil médicalisés, à des maisons d'accueil spécialisées, donc à des populations en situation de handicap. Ah bah, ophtalmologie, fonds d'œil Peyo, oui, en effet, nous travaillons dessus et on espère donc pouvoir développer et avoir un process précis afin de pouvoir réaliser ces actions courant 2022. Alors, sur le lieu de l'entreprise, en effet, voilà, le métier que l'on a créé, à la base, c'est vraiment une infirmière mobile de télémédecine que l'on forme pour réaliser des actes. Voilà, on est en train de créer, et on a créé une école de télémédecine dans le but donc de développer ce nouveau métier d'infirmière mobile de télémédecine. Et elle peut tout à fait agir dans le lieu de l'entreprise pour un dépistage sur une thématique. Donc, on peut aussi élaborer, bien sûr, des projets sur mesure en fonction des besoins, réaliser un dépistage en cardiologie, réaliser un dépistage auprès d'autres thématiques. On peut tout à fait le réaliser. Oui, je complète sur ce sujet. On est en train de tester des réfractomètres et autres appareils ophtalmologiques qui soient portables. La problématique de l'ophtalmologie à fond d'œil, c'est pas une vraie problématique, mais si on veut mesurer la vision et autres, il faut des appareils qui soient d'une part assez portables et qui ne se dérèglent pas lorsqu'on les transporte, parce que beaucoup de ces appareils sont relativement fragiles. Donc, on est avec des ophtalmologues en train de tester ce qui est transportable de bonne qualité comme résultat et fiable comme résultat également. Je vois que Gabriel de Dio a posé la question. Et pour la iatrogénie, on parle de quelle iatrogénie? Celle induite par quoi? Et on n'entend pas.
Oui, c'est une question sur laquelle on réfléchit déjà ensemble depuis quelques temps. C'est vrai que dans les risques identifiés en EHPAD, il y a clairement le risque iatrogénique médicamenteux qui pourrait. Alors là, c'est vraiment un domaine, je pense, où il y aurait quelque chose à mettre en place. Alors là-dessus, on n'a pas tout de suite une réponse, mais on est en train de travailler avec une société qui fait de la prescription médicale assistée par l'intelligence artificielle et qui va permettre, lorsqu'on met l'ensemble d'une ordonnance d'un patient, d'avoir toutes les interactions qui clignotent, j'allais dire. Et si on rajoute les interactions médicamenteuses et les pathologies, on va pouvoir réellement connaître la iatrogénie induite. Et c'est une société de la région Aquitaine. Et je pense qu'on aura intégré l'ordonnance assistée à la fin de l'année. On sera sans doute les premiers à proposer ça. Mais c'est extrêmement important parce qu'effectivement, les personnes âgées ont beaucoup de médicaments. Donc, ça fait longtemps qu'on pense qu'une ordonnance assistée par l'intelligence artificielle qui permet de croiser l'ensemble des médicaments et des pathologies du patient permettrait de réduire la iatrogénie induite chez les personnes âgées et qui est non négligeable. Pour compléter par rapport aux différentes questions Pardon. À suivre, oui. Pour compléter par rapport aux différentes questions qu'il y a eu sur les différentes cibles et les filières et les différents segments qu'on peut adresser, que ce soit le domicile, que ce soit le sanitaire, que ce soit l'ambulatoire, que ce soit le médico-social, les personnes âgées ou personnes en situation de handicap, il faut avoir en tête que Toc Toc Doc, la vision qu'on porte chez Toc Toc Doc, c'est une vision d'hôpital hors les murs. On se dit aujourd'hui qu'on vit en France dans un écosystème où la démographie médicale, le nombre de médecins généralistes, le nombre de médecins spécialistes diminue. On se dit aussi que, et on le constate, que la population vieillit, que le nombre de pathologies chroniques ou en tout cas la fréquence augmente. Tout ça dans un contexte où la population, elle aussi, augmente. On va passer de 25% de personnes âgées à 33% de personnes âgées, sur une base aujourd'hui de 65 millions, dans 15 ans, 75 millions de personnes en France. Et dans ce contexte-là, on se dit que le métier d'infirmier doit évoluer, que les tâches qu'elles effectuent doivent évoluer. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se dit, par le moyen technologique de la télémédecine, dans le contexte de l'hôpital hors les murs, on va pouvoir pallier ces difficultés d'accès aux soins. Et on pense que au travers de ces actions qu'on mène, que ce soit au travers des journées de soins ou que ce soit dans des temps plus longs, puisqu'on met aussi à disposition des infirmières mobiles en temps long dans les établissements, on s'aperçoit qu'on génère un impact, qu'on solutionne une problématique de désertification médicale, qu'on donne accès à des soins de spécialistes. Et c'est un peu la vision, c'est d'élargir cette offre de soins, de l'adresser aux populations les plus fragiles. Encore une fois, notre ADN n'est pas d'aller a priori sur des sujets grand public où les systèmes de téléconsultation autonomes marchent plutôt bien. Je pense par exemple à Doctolib, mais de s'adresser aux populations les plus fragiles, celles sur lesquelles aujourd'hui, malheureusement, l'écosystème de la e-santé se concentre généralement un peu moins, de par la difficulté de mener la conduite du changement. Et donc, c'est vraiment notre cheval de bataille et la vision qu'on souhaite porter dans l'écosystème. Alors, oui, justement pour la dernière question de la résidence Jeanne, au sujet donc le MEDCO qui doit travailler en collaboration avec nous. Alors, en effet, des médecins coordonnateurs ne sont pas présents dans tous les EHPAD. On a pu le constater dans plusieurs départements. Du coup, le but, c'est que notre infirmière mobile ou alors, Aurélie va peut-être vouloir répondre, mais en effet, je te laisse la parole juste pour finir. Oui. En travaillant directement avec les équipes soignantes, infirmières coordonnatrices et toutes les équipes. Mais je te laisse la parole, Aurélie. Voilà, j'allais le dire. Ah. Si ça nous est arrivé qu'il y ait des établissements où il n'y ait pas de médecin coordinateur et pour valider, par exemple, en téléexpertise ou même les autres journées,
de soins en ORL, en cardio, enfin des spécialités, il faut l'accord du médecin traitant. Donc souvent, c'est l'IDEC, la cadre qui est référente, qui reçoit les comptes rendus. En ORL, les comptes rendus sont envoyés par mail et réceptionnés aussi par les cadres avec, selon les personnes, s'ils ont l'accès à TocTocDoc ou pas, mais sinon, ils sont toujours par mail les comptes rendus et les ordonnances. Pour la cardio, la dermatologie ou même la sarcopénie, nous, on peut avoir, si on a un accès à Titan, NetSoin, enfin tous les logiciels, nous, on peut très bien les inclure, faire rédiger des transmissions. Il n'y a aucun souci, on s'en occupe, on a l'habitude de ces logiciels, justement, oui. Parfait, merci Aurélie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, ce que je vais faire, c'est vous mettre dans le chat un lien qui vous amènera donc directement sur la page de notre site internet qui présente les journées de soins, sur lequel vous aurez une brochure qui est directement téléchargeable, sur lequel vous aurez aussi des témoignages et toutes les informations complémentaires, notamment les différentes spécialités que nous proposons actuellement. Vous pourrez aussi donc directement prendre contact avec moi. Donc là, vous avez mes coordonnées sur la slide et on vous enverra aussi à la fin de ce webinaire un mail dans lequel vous aurez nos coordonnées si vous le souhaitez. Alors oui, tout à fait. Le support, en effet, pourrait vous être transmis, aux membres de la conférence des financeurs et à ceux qui le souhaitent. Donc simplement, on vous transmet un mail à la fin de ce webinaire avec des remerciements et des éléments. Et en retour de mail, vous pouvez tout à fait nous demander ces éléments. Et bien sûr, nous nous tenons à vos dispositions pour échanger au sujet des journées de soins, pour échanger sur des projets, par exemple, sur mesure, avec très grand plaisir. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a pu faire le tour du sujet, on a pu rentrer donc dans ce sujet des journées de dépistage, de leur impact sur le maintien de l'autonomie. Et on est très, très content d'avoir pu réaliser ce premier webinaire pour vous présenter cette thématique-là. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra donc réaliser d'autres webinaires sur d'autres thématiques afin de vous apporter un maximum d'informations, de pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir vous présenter nos nouvelles innovations, toujours dans le but de maintenir l'autonomie des résidents, d'innover dans la santé et plus globalement, finalement, de faciliter l'accès aux soins. Je pense donc qu'on peut conclure sur cela, à moins que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose. Non, je voulais simplement profiter pour remercier tous les participants, acteurs de cette présentation et aussi spectateurs. Merci pour votre intérêt. Et puis, encore une fois, nous sommes à votre disposition, que ce soit pour des sujets de partenariat, que ce soit pour des sujets, je vois déjà des messages arriver sur ma boîte mail, mais que ce soit pour des sujets de partenariat ou des sujets de déploiement d'offres de soins. Vous savez nous contacter et on serait ravis de participer à un meilleur accès aux soins pour tous. Et j'ajoute d'ailleurs à cela aussi un grand merci bien sûr à la conférence des financeurs du département de l'Eure qui nous a fait confiance, avec qui on a pu donc élaborer ces journées, mais aussi à d'autres conférences des financeurs, Val-de-Marne, le Gard, la Nièvre, le Calvados, qui ont aussi validé nos actions, mais aussi la Côte d'Or, pour qu'on puisse les réaliser donc courant 2021 et à qui on s'investira au maximum pour avoir des actions aussi impactantes qu'au niveau de l'heure, et puis s'améliorer au fur et à mesure avec les retours d'expérience. Merci à tous et à toutes, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.